Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Dorothée. Bonjour Clément. Écoute, merci, c'est la première fois que je le dis, mais merci de m'avoir contacté et de m'avoir proposé de passer dans le podcast. Tu m'avais expliqué, donc t'es thérapeute et psychopatricienne en système familial interne ou IFS, et c'est quelque chose que j'avais déjà vu passer et donc sur lequel j'avais envie de m'intéresser. T'es également médiatrice en communication non violente, tu fais aussi de la thérapie de couple. Donc tu m'as dit avant, c'est dur on va pas tout empiler, mais globalement j'ai l'impression que t'aides les gens et que t'as aussi quelque chose centré un peu sur le trauma. Et donc merci beaucoup de m'avoir contacté, de m'avoir proposé de faire cet épisode. Je suis très heureux qu'on puisse parler de ces sujets-là, dont on parle pas si souvent que ça. Et avant un peu de zoomer sur qui tu es et ce que c'est du coup ce fameux UFS, comment est-ce qu'on guérit les traumas, j'avais envie de te demander ce que c'est un schéma souffrant et comment est-ce qu'on peut s'en libérer. Déjà, merci. Merci de ton accueil et de la fluidité, de la facilité, de ton ouverture. Donc, merci pour ce que tu fais. C'est quoi un schéma souffrant et est-ce qu'on peut s'en libérer? Ma conception, c'est que nous naissons tous avec notre lot, comme un package, des valises. On peut l'appeler de différentes manières, mais que du coup, entre ce que nous héritons et ce que nous vivons dans l'enfance, on crée un ensemble de comportements, qui nous aident à survivre dans un premier temps, mais qui peuvent devenir ensuite des points limitants dans notre vie d'adulte. Et donc on va se retrouver dans des situations souffrantes et où on va générer nous-mêmes de la souffrance ou faire revivre de la souffrance. Et donc, l'idée, c'est que durant toute notre vie, et particulièrement quand on en a les capacités à l'âge adulte, on commence le travail sur soi pour justement aller libérer ces schémas souffrants et donc arrêter d'être dans un schéma de reproduction inconsciente, inconscient de souffrance finalement. Donc oui, on peut s'en libérer. Je crois même que c'est un peu notre vocation à tous sur cette terre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment t'étais enfant et comment ça t'a amené jusqu'ici à parler de schémas souffrants et à aider les autres à s'en libérer? Comment j'étais enfant? J'étais, ce qu'on appelle, tu sais, un enfant parent. Un enfant qui était très, soucieuse de l'état de ses parents et donc à toujours faire attention à comment ils sont pas, qu'est-ce que je peux faire en fait hem, pour ne pas être un problème pour eux et donc j'étais j'ai toujours été très observatrice, finalement très à l'écoute, très silencieuse aussi et donc je crois que ça c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai cette capacité d'écoute, de discernement et de voir les choses, de sentir. Heu et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? En fait, malgré le fait que j'ai pas eu une enfance, tu vois, particulièrement, malheureuse, j'ai pas été maltraitée. Néanmoins, j'ai eu mon lot de schémas, familiaux qui m'ont créé de la souffrance et puis j'ai eu l'héritage familial de la souffrance familiale et puis je voyais bien que malgré le fait que ma vie n'était pas extraordinairement, pénible ou difficile, je vivais quand même de l'angoisse existentielle. Pendant longtemps, ça m'a tenue à l'estomac, cette douleur, me réveiller angoissée alors que bon, si je regarde d'un point de vue vraiment extérieur, je dirais que les choses allaient quand même plutôt bien. Ouais. Mais néanmoins, je vivais cette angoisse et je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc en fait? Pourquoi est-ce que je me paye ça quoi?» Donc je pense que le moteur, ça a toujours été de me libérer finalement de la souffrance. Et est-ce que, à quel moment t'as accepté ce côté, ok, même si j'ai une vie hyper ok, voire même super, tu vois, sur le papier, je suis pas dans un pays en guerre, je mange à ma faim et j'ai cette angoisse. Est-ce que ça a été déjà un problème pour toi tu vois, de dire, c'est important quand même que je la traite plutôt que simplement je vais aller sauver les autres qui eux ont des vrais problèmes?
Alors, je veux sauver personne, hein. Déjà, je pense qu'il y a un point, c'est, je ne peux sauver personne, personne ne peut sauver personne, mais notre devoir, c'est de nous sauver nous-mêmes. Donc on Mmh. peut s'aider, se soutenir dans ce chemin-là, mais Compagnie. effectivement, mais je te remercie d'amener ça comme ça parce que je pense qu'effectivement, j'ai eu longtemps le syndrome de la sauveuse, à vouloir Mmh. sauver les autres et l'humanité, mais in fine, le principe du sauveur, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience vraiment de ses propres besoins, qui ne sait pas les prendre en charge et qui, in fine, sauve les autres, mais qui attend d'être sauvé en retour. OK. Donc effectivement, j'ai eu ça aussi, aujourd'hui, c'est pas ça qui est là pour moi. Mais du coup, je me rappelle plus de ta question. Ma question c'était, tu me parlais de ces angoisses et du coup des premiers moments, enfin du que tu as décidé de Ouais. travailler et donc moi ça m'est déjà arrivé de me dire en fait là, ou d'avoir ces discussions, mais en fait là tu travailles sur des petites angoisses, mais en vrai tu rien et limite c'est un peu Mmh. près à la limite enfin fais quelque chose, va aider des jeunes des banlieues ou va dans des pays où il y a vraiment besoin de toi plutôt que de travailler sur tes angoisses perso qui Ouais, en fait sont légères. Est-ce que tu as déjà eu ça? ouais, ouais. La question c'est, est-ce que, finalement je me suis sentie, légitime de travailler Ouais, sur, exactement. moi alors que finalement, il y a des gens beaucoup plus souffrants dans le monde? Mmh. Hem, Bah, en fait, heu, un pendant longtemps je me suis dit: «Bah, c'est pas normal que je souffre alors qu'il m'arrive rien». Dans ma vie effectivement comme tu dis, je suis pas Mmh. dans un pays en guerre, j'ai pas eu des parents maltraitants, jamais été violentée, voilà, j'ai jamais eu des donc je me disais: «Bah, non, c'est pas normal» et en fait, j'ai bien compris aussi avec le chemin que je ne pouvais que, d'abord m'occuper de moi-même, en fait. Si je voulais qu'il se passe autre chose dans le monde extérieur, ça devait aussi et surtout commencer par moi et donc bah, ça a été surtout ce chemin-là, en fait, l'apprentissage. C'est-à-dire d'arrêter de regarder l'extérieur, de projeter l'extérieur ou de regarder effectivement ce qu'ont les autres, mais plutôt de m'occuper de moi. Ça a été quoi tes premières libérations peut-être les plus marquantes? Est-ce que tu as des exemples concrets où ta vie un peu a basculé? Mmh mh. Je pense que ma vie a basculé principalement, dans les moments les plus douloureux, dans les plus souffrants, où j'ai dû atteindre un point vraiment, élevé de souffrance, pour me dire: «Bon maintenant ça suffit». Parce que je pense que j'avais une grande tolérance à la souffrance. Mmh. Et un peu comme si, dans notre culture du malheur, bah, en fait, il y avait aussi derrière la croyance que, bah, en fait, c'est normal de souffrir dans la vie. Genre, on est né pour souffrir, la vie est une Mmh. lutte, la vie est un combat, il faut galérer, il faut s'en sortir. Toutes ces croyances qu'on nous inculque comme ça, inconsciemment, souvent, qu'on transmet de génération en génération et en fait, non, j'ai aussi appris à déconstruire ça. En fait, je ne suis pas née pour souffrir. La vie n'est pas souffrance et et je suis pas d'accord pour générer ça pour moi et donc pour les autres, en fait. Tu veux nous partager un exemple concret ou pas? Ah oui. C'est Hem, je pense que, dans les moments les plus difficiles, il y a eu les ruptures, affectives. mmh Donc là, ça pour moi, c'est des moments où, j'ai pu aller vraiment me rencontrer dans mes profondeurs, dans mes souffrances, retoucher des blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Hem Et donc, bah, en fait, l'autre est en général, on choisit des personnes dans la relation amoureuse parfaites pour nous, pour aller travailler nos blessures et donc, bah, j'ai expérimenté ça et je pense que, il c'est particulièrement dans ces moments-là où j'ai pu quand même aller me rencontrer le mieux, mh. dans les ombres et dans mes blessures. Hem, ouais, surtout des moments de séparation, en fait, que ce soit dans la relation, dans les familles, dans l'amitié, je pense que pour moi, avec ce que je suis, c'est plutôt particulièrement dans ces moments-là où j'ai l'occasion d'aller me rencontrer un peu plus, mais par la souffrance et avec le temps, j'ai appris aussi à aller me rencontrer comme une hygiène de vie, plutôt que d'attendre que la vie me mette des catastrophes sur mon chemin. Donc beaucoup avec la thérapie essentiellement. Je suis toujours en thérapie, je suis supervisée donc j'ai envie de dire, je vais volontairement à cette rencontre-là pour éviter aussi que la vie m'amène des opportunités de le faire, mais par, un choc quoi, tu vois? Ouais.
tu sois Donc actrice dans tes créations de difficultés et dans tes cheminements, plutôt qu'ils deviennent. oui, c'est plus comme une hygiène de vie, en fait, tu vois? Plus comme une hygiène intérieure, comme, bah, j'ai une hygiène, corporelle, bah, j'ai une hygiène, mentale, centre de santé émotionnelle, psychique. OK. Voilà, c'est plus C'est comme quoi ça. cette hygiène à part la thérapie? Bah, c'est essentiellement la thérapie, après j'ai aussi un chemin spirituel, qui m'a amenée à explorer, tout au long de ma vie énormément de philosophie, de traditions, le chamanisme qui est quelque chose qui me porte beaucoup aujourd'hui. Hem Et depuis assez peu de temps finalement, j'ai rencontré, ces enseignements, hem, que j'ai découverts grâce à Annick de Souzenel, donc qui remet un peu au goût du jour les enseignements fondamentaux, de la voie du Christ, sans être dogmatique ou sans être religieuse, même si elle-même l'était. Mais du coup, j'ai trouvé là aussi quelque chose qui répond à une quête de sens profonde, mais qui ne soit pas dogmatique, comme l'est aujourd'hui la religion, par exemple catholique. Et c'est aussi ça qui m'a permis de rencontrer la voie christique de Denis Marquet, qui remet un peu au goût du jour, les enseignements du Christ, mais qui sont fondamentalement ceux de l'unité et de l'amour. Voilà, et donc je pense que remettre l'unité et l'amour dans ma vie, c'est aujourd'hui une de mes grandes préoccupations. OK, merci beaucoup. Je voulais te poser cette question plus tard, mais comme tu en as parlé avant, tu dit qu'on a des croyances qui sont liées, que la vie doit être dure et tout, et je suis d'accord qu'on a un peu ça et donc qui font qu'on est prêt à accepter potentiellement plus de souffrance dans la vie, dans des relations. Est-ce que néanmoins, même si c'est pas le mot souffrance, est-ce que la vie n'est pas aussi à un certain moment forcément faite un peu de combats et de difficultés? Ce que je veux dire, OK pour essayer d'enlever la souffrance au max. Mais est-ce que de toute façon, il y a pas on sort de sa zone de confort et donc c'est plus de la souffrance, mais ça reste néanmoins pas la pure glissade bonheur absolu. Alors, il est évident que la vie n'est pas un flot continu, donc il y a des vagues, des hauts, des bas et que effectivement, il y a cette impermanence constante dans la vie, que c'est un fait. La vie est impermanente, c'est une évidence. La vie est pleine de surprises, et va toujours nous mettre sur le chemin ce dont on a besoin pour grandir et donc, hem, potentiellement aujourd'hui, dans une société où on n'a pas de rituel, bah, les crises dans la vie servent à ça. Mmh. Ceci dit, dans les traditions que je suis, la douleur est inévitable, la souffrance l'est OK. et c'est une subtilité, en fait, parce que je peux avoir mal. «Ouh là, ça, ce qui vient de se passer là, ça me fait vraiment mal». Par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais? Tu vois? Et c'est là où je peux être aussi très créatrice de ma souffrance et puis l'entretenir par, la rancœur, par la colère, par la haine, par tout ça, par le fait de ressasser tout le temps ce qui va pas, tu vois? Et de me dire, «Ah j'aurais dû lui dire ça, ah il m'a fait ci», voilà, tout ce genre de choses. Voilà, ça en partie, c'est un des éléments qui fait qu'on peut aussi entretenir notre souffrance. Tu vois? Là où on peut, prendre sa responsabilité, se dire: «OK, bah, il s'est passé ça, j'ai généré ça dans ma vie. Qu'est-ce que ça dit de moi?» Tu vois? Et donc si je pointe du doigt l'autre, bah, je regarde pas moi et donc là-dedans, je vais me maintenir dans une souffrance. OK, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est le système familial interne ou le internal family system? L'Internal Family System, c'est une thérapie qui a été mise en place par un monsieur qui s'appelle, Schwartz et qui a, grâce à sa clientèle, hem, fait cette, cartographie de notre système interne avec, comme, une représentation mentale, en fait, de tout ce qui agit à l'intérieur de nous. Il a défini qu'il y a un espace en nous qu'on appelle le self, Mmh. qu'on pourrait appeler notre essence, notre nature profonde ou le soi. Peu importe et que autour de ça gravitent plein de parts de nous, des parts blessées, des parts protectrices, des parts pompiers, un système en fait qui vient se construire essentiellement pendant l'enfance et qui, crée nos mécanismes, nos systèmes de défense, notre fonctionnement qui
par endroits fonctionne bien et par endroits, garde des séquelles, des fardeaux, on appelle ça des fardeaux, de Mmh. nos histoires passées et du coup, l'idée étant d'aller rencontrer les parts de nous blessées pendant l'enfance qui ont gardé des blessures actives et qui fait qu'à l'âge adulte, on peut encore avoir des comportements de nos enfants blessés et l'idée est bien d'aller nous rencontrer à ces endroits-là, heu, accueillir ces parts, les guérir, les libérer et remettre le système, au service du vivant finalement, tu vois? OK. Pour redire, en gros, tu ton self, qui est ton essence profonde, c'est, oui, ça je peux enfin, je saisis et ensuite que tu appelles les parts, c'est pour ça que ça s'appelle family, c'est parce que tu as un peu l'enfant blessé, l'enfant protecteur, peut-être même parfois l'enfant créateur et qui, vont réagir chacun. Il y en a qui vont il y a l'enfant qui va s'en fiche, quand il y a enfin, il y a l'enfant qui va s'activer quand tu es seul, dans le noir, il y a l'enfant qui va s'activer quand il y a quelqu'un qui te dit un truc méchant et chacun, va, où je dis l'enfant, mais c'est toute cette famille un peu qui gravite autour de ton self, c'est ça? Non, je pense qu'il a voulu représenter ça comme une famille parce que, c'est un système à l'intérieur de nous. Ça veut dire que dans le système, le principe du système, c'est que tout est interdépendant. Ouais. Tu vois? Il y en a aucun qui est isolé d'un autre, en fait. Mmh. Si je bouge à cet endroit-là, ça fait bouger tout le reste, tu OK. vois? Et donc, c'est un système qui bouge et dès que tu fais bouger une part, ça fait bouger le reste. Et pourquoi famille? Je pense pour les liens très étroits qu'il y a entre ces différentes parts, tu vois? Comme, voilà, une communauté, quoi. OK, c'est toute cette C'est communauté. comme ça que je le vois. Et est-ce qu'il y a il y a des parts qui sont, comment dire? Créatrices ou qui sont proches de notre self ou qu'on peut beaucoup qui sont beaucoup plus positives? Oui, alors, en fait, il y a aucune part de nous qui est négative. OK. Toutes les parts à l'intérieur de nous sont à notre service, elles ont des blessures qui font qu'on peut avoir des comportements maladroits, tu vois? Inadaptés à l'âge adulte. Mais rien n'est contre nous à l'intérieur de nous. Tu vois? C'est aussi ça, c'est de se dire: «OK, bon, bah, je vois que tu fais ça parce que, mais que tu fais pas ça contre moi». Mmh. Hem et Mais tu ta me question, protèges, c'est en fait. Si tu fais ça, c'est pour me protéger, c'est pour pas que je retombe dans ça. cette Par situation. exemple, tous les mécanismes de défense que je vais avoir, c'est pour me protéger de la souffrance. C'est une part protectrice qui vient et qui me fait faire ça pour éviter d'aller toucher la souffrance. Mmh. OK. Bon. Tu as un exemple, un peu de part, enfin, tu as un exemple qui pourrait illustrer ce concept de part que tu as déjà vu chez des patients ou, qui permettrait de mieux comprendre? Que je vois partout, que je vois chez moi, que je vois chez les autres. Oui, tout à fait. Par exemple, récemment, je suis allée visiter une part de moi, hem, qui était blessée, liée à l'enfance, et cette part, elle a, depuis l'histoire, familiale, elle croyait que, heu, si je m'engageais, je devais m'engager, ad vitam aeternam, en fait, et que je ne pouvais pas revenir sur mes engagements, sinon je n'étais pas fiable. Et depuis cette croyance-là, j'ai pu, acter des choses, heu, où finalement je me suis vue en train de pas oser revenir sur mes engagements, depuis cette croyance que je ne pouvais pas revenir sur mes engagements, sinon j'étais pas fiable. Mais la réalité, c'est que la vie est mouvante et qu'en ne revenant pas sur mes engagements, mais en sentant bien que je pouvais pas les tenir, je me suis vue parfois dans des comportements, déviant où du coup finalement je suis devenue pas fiable alors que je ne voulais surtout pas, Ouais. heu, ne pas être fiable et donc bah, ça c'était une part de moi blessée et il m'a fallu déconstruire tout ça, le voir. D'abord à partir du moment où tu le vois, bah, déjà tu as un détachement et c'est ça aussi l'internal family system, c'est arrêter de s'identifier à nos parts. Je ne suis pas ça, c'est une part de moi, tu vois? OK. Sauf que quand on est vraiment en prise avec quelque chose, alors là, il y a une identification et c'est dans cette identification qu'il y a de la souffrance. Je ne suis pas ça, tu vois? Ce que je suis, c'est le self et le self, c'est cet espace à l'intérieur de nous qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de passif, qui n'a pas de blessure, tu vois? Qui est compassion, courage, calme, clarté, OK. connexion. Ça, c'est OK, le self, c'est un peu cette partie, quasiment elle Ouais. tu viens de dire, c'est quasiment divin, quoi. C'est ce
c'est quasiment divin. Et tu me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a des parties de nous plus lumineuses? Bien sûr, il y a plein de parties de nous qui sont pas blessées, donc qui sont super fonctionnelles. Sinon, on serait complètement déviant, tu vois? C'est vrai. Mais aussi, on a des parts qu'on appelle self-like, qui sont tellement proches de notre self qu'on croit que c'est le self. C'est un Mmh. peu illusoire, tu vois? Genre une C'est-à-dire? partie de moi super lumineuse, par exemple, où je serai toujours, compassion, connexion, calme, clarté, tu vois? Ouais. Bah, non, en fait, je je ne suis pas tout le temps ça, je suis pas tout le temps dans mon self. Et donc il y a des parts comme ça, très, très proches de nous, qui peuvent être un peu illusoires aussi. On pourrait peut-être, parfois, comparer ça à de l'ego spirituel ou quelque chose comme Mmh. ça, tu vois? Ouais, ouais. Il y a toujours, quand tu lis sur l'ego, il y a toujours le piège que l'ego s'identifie à cette version qui comprend bien l'ego et qui est super, qui est bien Ah ouais, mais supérieure. l'ego, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement, intelligent et finalement quelque part, presque vicieux, dans le sens où, il faut vraiment avoir beaucoup de présence, de discernement pour, regarder tous les endroits où il agit, tu vois? Pour le voir, parce qu'effectivement, il essaye toujours de se cacher Ouais. là où tu le vois pas, et du coup, il faut le traquer, quoi, tu vois? Comment tu définis l'ego, toi? Et comment il intervient dans ces parts, et dans ce self? Bah, l'ego, déjà, c'est toutes mes identifications à des types de personnalités, de ce que je serai, de ce que je serai pas. Mmh mh. Heu, c'est tous les endroits où je contrôle, parce que j'ai peur. Et en fait, je crois que je vois l'ego comme, cette je sais pas comment l'appeler, cet espace à l'intérieur de nous qui veut forcément être au contrôle, aux manettes, Mmh. tu vois? Qui veut diriger notre vie. Là où, pour moi, aujourd'hui, il est question de s'en remettre à quelque chose de plus grand et donc pas égotique, et qui donc ne dépend pas que de ma volonté, et où je n'ai pas le contrôle, en fait, sur ma vie. Je pense que penser que j'ai le contrôle sur ma vie est une illusion totale. Même pas un petit peu? Non, mais non, mais je suis assez aligné avec cette idée, qu'on c'est en lâchant prise et c'est en comprenant qu'on n'a pas du tout le contrôle ou que tu arrives à être beaucoup plus serein et en même temps, tu vois, en faisant cette thérapie, tu non, c'est pas le contrôle, en fait, tu changes juste ta manière de réagir à la vie. C'est vrai que tu obtiens jamais de contrôle, en fait. Ouais, je crois qu'on a vraiment, en tant qu'être humain, ce qui nous différencie des autres animaux, c'est notre capacité à avoir du libre arbitre, Mmh. tu vois? Ouais, Et à mettre de la conscience sur les choses, et donc aussi de faire des choix. Je pense que ouais. ça, c'est ce qui nous appartient et que personne ou rien ne peut nous enlever, tu vois? Après, est-ce que tu fais des choix conscients? Est-ce que tu fais des choix inconscients? Ça, c'est une autre question. L'idée pour moi étant toujours de mettre plus de conscience sur ce qui se passe, histoire que tu sois plus, une marionnette, tu vois? Dans ta vie, Que ton tu choix sois soit plus beaucoup plus contrôlé libre. par c'est ça, Ouais. que tu sois plus contrôlé par des programmes inconscients, mais que de plus en plus tu mettes de la conscience sur ce qui s'agite à l'intérieur de toi pour que tu puisses choisir, tu vois? Et après, je pense qu'il y a Eckhart Tolle, par exemple, dans son livre qui s'appelle La Nouvelle Terre, il explique super bien la question de l'ego, du corps de souffrance, comment est-ce que le corps de souffrance essaye toujours de nous amener dans des espaces souffrants et de nous maintenir dans la souffrance. Et donc lui, il invite à revenir toujours dans la présence, parce que c'est le seul moment qui existe, et c'est cette instance où, dans la présence, en fait, a priori, sauf s'il y a des bombes qui sont en train de nous tomber sur la tête ou je sais pas quoi, ça va, tu vois? Mmh. Et donc d'arrêter d'alimenter quelque chose qui relate du passé, du futur, et donc d'arrêter de nourrir de la souffrance par la présence. Mmh. Ouais, c'est assez incroyable. C'est l'auteur de du Pouvoir dans l'instant présent et il est juste là sur ma table de nuit, Nouvelle Terre. Donc je le Ouais, mettrai en référence parce qu'en effet, ouais. il parle très, très bien de l'ego et de comment réussir à Mmh passer mh. outre et à être là vraiment à la place de est-ce que l'ego c'est enfin à la place de cet ego ou de ces parts souffrances, est-ce que l'ego c'est des parts souffrantes ou est-ce que c'est un autre, encore un autre sujet? Parce que du coup, on a le self qui en théorie pourrait faire des choix hyper conscients, hyper lumineux et comme tu dis généreux, calme, avec de la clarté. Ça, c'est dans le monde idéal et c'est un peu, ce à quoi on peut aspirer. Ensuite, tu as tes parts blessées ou disons une part protectrice qui va faire que tu réagis d'une autre manière parce que tu as des croyances, parce que tu as vécu quelque chose.
Et ton ego, il est lié à ces parts ou c'est encore autre chose qui lui va vraiment essayer juste de contrôler, d'identifier, comment tu le lis avec le internal family system, l'ego? Heu, je pense que l'ego, il peut s'insinuer, par exemple, quand je suis complètement identifiée à ma part blessée. C'est-à-dire que j'arrive même pas à voir que c'est une part de moi, que je suis 100 persuadée à l'intérieur que je suis ça. Mmh. Tu vois? Que je fonctionne comme ça, que je suis comme ça. D'ailleurs, une des phrases qui me fait le plus bondir, c'est quand on me dit: «Je suis comme ça». Ouais, ouais. Non, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas ça. Tu as Ah, vécu ça, tu expérimentes ça, tu vis ça encore aujourd'hui, certes, mais tu n'es absolument pas ça, tu vois? Et là, je crois qu'à cet endroit-là, il y a de l'ego, mais je tape pas sur l'ego parce que l'ego, c'est aussi ce qui fait qu'on peut se construire en étant enfant. Sans ego, je pense pas qu'on pourrait survivre, tu vois? L'ego, quand on est enfant, il nous permet de nous adapter à notre environnement, d'apprendre, Heu, j'apprends du coup en fonction de ce que est mon environnement. Je me conditionne à cet environnement-là et donc pour survivre, j'ai besoin de ça. Par contre, à l'âge adulte, il se peut qu'il me desserve et donc bah, mon taf, c'est d'aller voir ça. je partage ce truc de ah je suis nanana, moi ça me mais en même temps c'est tellement dur parce que tu veux dire mais pas du tout, toi tu es ton self intérieur et ce que tu décris c'est simplement un mécanisme auquel tu t'es identifié. je trouve ça Exactement. je trouve ça dur de répondre. Ok, comment comment la thérapie par l'IFS ça permet justement de se libérer de ces schémas souffrants. Si j'ai l'impression que toi ce que tu expliques c'est qu'il faut identifier ces schémas, ces parts, et ensuite c'est quelle est la suite et comment, enfin même avant, comment t'identifies en fait, parce que c'est pas si évident de Bah, comprendre tout ça. je pense que déjà, c'est à partir du moment où je m'aperçois que je souffre ou que je suis dans des schémas répétitifs souffrants ou que je vis, heu, des choses à l'intérieur de moi émotionnellement qui sont difficiles, douloureuses, récurrentes, fréquentes et donc quand je sens ça et que je me dis: «Bon, je vais m'en occuper», à partir de ce moment-là, déjà, bah, tu peux aller faire le travail et tu as pas besoin de savoir faire tout seul. Je pense que c'est important de se faire soutenir dans le travail par de la thérapie et par la forme de thérapie qui nous convient, pour aller faire ça au moins le temps de dégrossir, de développer une autonomie là-dedans, tu vois? Il y a quand même aussi quelque chose qui me plaît dans l'IFS, c'est quand même d'apprendre l'autonomie de faire ce travail-là, tu vois? Mmh, Relationnel intérieur, pour ne pas non plus être dans une dépendance à la thérapie pour aller bien, tu vois? OK. Je mettrai ton lien en commentaire pour ceux qui veulent te contacter, mais ceux qui sont pas forcément sur ta région, tu conseilles quoi? Tu tapes, psychothérapeute, heu ou non, pardon, psychopraticien IFS sur Google. Comment tu fais pour trouver un thérapeute? Une asso? Alors, il y a plein de façons effectivement, bah, déjà et moi je prône l'IFS parce que j'y ai trouvé moi-même beaucoup de réparation et de reconstruction intérieure rapide avec ça. Donc c'est une qui me plaît le plus aussi parce que à cet endroit-là, le thérapeute n'est pas, dans une posture, sachante. Mmh. Moi, j'accompagne les gens pour qu'ils fassent eux-mêmes la rencontre d'eux-mêmes, tu vois? Donc j'aime bien ça. Moi, par exemple, je fonctionne essentiellement en visio. OK. Donc en fait, il y a pas une question géographique. Mais pour les Génial. gens qui cherchent, géographiquement, ils marquent, bah, thérapie IFS, la région où ils sont et ils devraient trouver. Il y en a de plus en plus. Bah, je mets ton contact dans les références. OK, donc Mmh. toi, en fait, tu vas aider ces gens à identifier leur part. Disons, j'arrive vers toi, je te dis: «Bon, Dorothée, j'ai un problème, à chaque fois je réagis comme ça me rend dingue». Ou Mmh. parfois je suis et toi, tu vas poser des questions. Comment tu fais pour aider à C'est un identifier et travail surtout comment qui est tu fais pour aider à sortir de ce schéma? Une fois que tu as mmh. identifié le schéma, tu as dit: «C'est pas moi, j'ai envie de l'annuler». Si tu fais ça depuis 10 ans, faut s'accrocher pour s'en sortir, quoi. Heu alors déjà, c'est pas une thérapie, mentale. C'est-à-dire que ça va vraiment on va descendre dans les émotions, dans les sensations et dans le corps et donc la personne, pendant quasiment 1 heure, elle a les yeux fermés OK. et elle est dans son voyage intérieur, dans une introspection et qui vient vraiment toucher l'inconscient. Donc on est dans un espèce d'état, de conscience un peu altéré, modifié.
qui n'est pas notre état de conscience ordinaire, mais qui n'est pas non plus l'état de conscience amplifié qu'on peut vivre dans la respiration holotropique ou je sais pas quoi. Et du coup, donc on descend dans le corps et moi je pars toujours de la sensation, de l'émotion. C'est où dans ton corps, tu ressens quoi? Et à partir de là, on va rencontrer la part qui se manifeste comme ça. Mmh. Donc on va la rencontrer comme quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, bah, tu vas dans cette exploration curieuse, ouverte, de qui tu es en fait, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et l'idée étant que la personne, si possible, soit dans cet espace de son self pour qu'elle-même puisse s'occuper de sa part, tu OK. vois? Qu'elle soit déjà dans cette forme d'autonomie-là et parce qu'en fait, les parts de nous, elles vont pas vraiment se décharger s'il y a personne d'autre aux commandes à l'intérieur, tu vois? Donc c'est important de voir qu'il y a besoin de sécurité quand même, tu vois? Et donc s'il y a pas de self et donc c'est aussi l'apprentissage de de trouver ou retrouver ou développer cet espace du self en nous, c'est Mmh. et plus tu es dans cet espace du self, plus les parts peuvent se décharger facilement et donc après les parts, elles ne disparaissent jamais, aucune part ne disparaît, elles se libèrent et donc de d'un schéma souffrant, elles peuvent volontairement le décharger, si elles le souhaitent et ensuite retrouver qui elles sont, leur identité profonde, tu vois? Leur nature, ce qu'elles sont profondément au-delà de la blessure, en fait. Pour que cette part se remette au service de qui tu es profondément, justement, Mmh. toi, Tu un de exemple ton d'une j'ai du mal à visualiser une part qui serait blessée, moi j'aime bien l'exemple j'ai fait un exposé à l'école, on s'est moqué de moi et du coup j'ai une part blessée qui veut plus jamais parler devant les gens parce qu'elle me dit: En fait tu parles pas devant les gens parce que tu as trop souffert». Et comment, du coup, tu as dit que tu l'enlevais pas, mais juste que tu la libérais. Comment tu libérais? Ce serait quoi le avant-après de ce genre de part, tu vois? C'est pour essayer de comprendre comment, qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond, libérer une part. J'ai du mal à imaginer le. exemple, si je t'accompagnais à aller visiter cette part, je te ferais descendre dans qu'est-ce que ça te fait physiquement, émotionnellement quand tu te remets dans ce souvenir-là. Mmh. OK, bah, je sais pas, je me sens triste ou j'ai peur ou je suis en colère. OK, tu la sens où cette colère? Où c'est que tu sens ça? Et quand tu vas là-dedans, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi? Une image, un souvenir, OK, et comment est-ce que tu es avec ça et comment tu te vois? Et du coup, est-ce que tu arrives à voir cette part sans être collé à elle, sans être identifié à elle? Oui, non, et en fonction, en fait, c'est un voyage à 2 en fait. Moi, je t'accompagne dans le voyage, mais c'est toi qui fais le voyage. Et ensuite, s'il y a une connexion avec la part, si la part, elle est en confiance avec toi ou avec moi, les 2, et que elles se sont en capacité de décharger, alors on lui propose de décharger. OK, qu'est-ce que tu veux déposer? Comment tu veux le déposer? Elle le rend, c'est un espace quantique en fait de guérison clairement OK. et du coup, elle va déposer et en déposant en fait, elle se décharge. C'est comme si elle enlève d'elle-même. Je pense que, il y a à cet endroit-là quelque chose qui se passe au niveau de la mémoire cellulaire, tu vois? Ouais. En Absolument. fait, le corps est notre, porte de guérison. Le corps a une capacité incroyable de guérison. Elle a toute la connaissance, elle a toutes les mémoires, elle a tous les souvenirs et elle a exactement aussi tous les accès pour se guérir, en fait. OK. C'est juste que nous, la plupart du temps, on sait pas, écouter ça, on sait pas réveiller ça. Donc là, l'idée, c'est de redonner au corps son pouvoir de guérison, en fait, tu vois? Et donc à cet endroit-là, une fois que la part, elle s'est déchargée volontairement, elle peut se recharger. OK. OK, OK. Bien sûr, c'est normal, Mmh, c'est comme tu dis, c'est dynamique et c'est mouvant. c'est ça et Et c'est donc un chemin. tu proposes à la part de mettre en place des choses pour qu'elle soit plus inquiète, ça veut dire? Cet Non, exemple tu lui dis juste: «Je te libère», et donc ça veut dire qu'après non, elle est là et quand elle te voit dans ta li une fois non pardon, tu lui proposes de se libérer, elle accepte de se libérer. Comme tu dis, c'est libéré, ça, le corps soigne ou d'une quelconque manière ça arrive à s'en libérer. Ça veut dire ouais. qu'ensuite cette part, qui était blessée, elle est juste présente et quand elle te voit faire ça, elle est plus inquiète et il y a plus de. Bah, ça veut dire que la part de toi qui avait la blessure arrête de porter, heu, les comportements souffrants Ouais, OK. qu'elle a adoptés avec l'événement souffrant. Et en fait, ça veut dire qu'il y a plein de parts en nous
Tu vois, moi, j'ai 46 ans. Il y a plein de parts en moi qui, continuent aujourd'hui à s'exprimer à travers moi, mais qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, tu vois? Elles ont fait un arrêt sur image, clairement, tu vois? Et l'idée, c'est un peu le principe du trauma, hein. Le trauma, c'est quelque chose que tu vis toute seule et du coup, bah, il y a un grand sentiment d'isolement et une souffrance qui se génère et ton cerveau fige à cet endroit-là et donc en fait, l'idée, c'est de retoucher ça. Faut que ton cerveau enregistre que l'événement est terminé, que du coup, il se remette en circulation, en fonction et que tu sois plus dans alerte et vigilance. Mmh. Le trauma, il te crée en fond une hypervigilance constante, tu vois? Ouais, Que la plupart du temps, on sent même pas, en fait, parce c'est qu'on tout. évite, c'est un mécanisme de défense. Mais l'idée, c'est de retoucher pour qu'il y ait de la compréhension, pour qu'il y ait de la compassion à cet endroit-là et pour que, en fait, on se dise: «OK, je suis pas obligée de continuer à porter ça, en fait». OK. Tu vois? Le droit, j'ai la possibilité, j'ai la capacité d'arrêter de vivre dans le passé. Et ça m'évoque 2 choses, il y a 2 choses qui viennent. Hem, la première, c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu laisses la possibilité au self de réagir versus à cette part souffrance et tu lui dis en gros, c'est la part: «T'inquiète, moi maintenant je sais et je suis confiant pour gérer, donc t'inquiète pas, je peux répondre à ce genre de situation à ta place». Ça, c'est un peu ça ce que tu avec ton self? Non, c'est pas exactement ça. Le self, par exemple, si je me suis dans mon self et que je vois cette part de moi qui avait ce mécanisme-là, si je m'engage, je dois absolument pas me désengager, sinon je suis pas fiable. Mmh. Si je vois depuis mon self ça, bah, quand je la vois, cette part, j'ai de la tristesse pour elle, tu vois? Je Mmh. suis vraiment triste et ça me fait mal de voir qu'elle croit ça, avec tout ce que ça génère, tu vois? Et donc Mmh. je lui exprime. Je lui dis qui je suis, en fait, parce que les parts de nous, souvent, elles connaissent pas le self à l'intérieur de nous. Donc, je lui dis: «OK, moi, je suis toi adulte, en fait, je suis le self, je suis la part responsable, je suis la part qui est en capacité de prendre soin et quand je te vois comme ça me fait tellement mal», tu vois? Ça me fait tellement peine et maintenant je suis là pour toi, tu vois, en fait? En fait, il y a quelque chose dans le self pour moi que je mets souvent en parallèle comme je suis une bonne mère et un bon père pour moi, Ouais, OK. tu vois? Dans ce qu'on dans ce qu'il y a de plus accueillant, de façon inconditionnelle dans le parent, tu vois? Et donc j'apprends à être cette bonne parente pour moi-même et donc donner de l'amour à mes parts blessées et leur dire en fait tu vois comme un enfant, c'est exactement pareil. L'enfant, tu vois, il y a un enfant, il se fait mal, il pleure, il souffre. Bah, si je suis un bon parent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers cet enfant. Je vais lui dire: «Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis avec toi, vas-y pleure, tu as mal, viens, je m'occupe de toi. Ou tu es triste, bah, viens, je t'accueille Mmh. dans ta tristesse. Est-ce que tu veux me dire ce qui se passe pour toi?» Tu vois? Bah, c'est exactement la même approche, en fait. OK. OK, c'est beau. Il y a essentiellement beaucoup de similitudes et donc l'enfant, à cet endroit-là, il va se réguler parce qu'il est pas tout seul avec sa souffrance, parce qu'il voit qu'il peut avoir mal, mais que tu es là pour le soutenir, en fait et donc c'est ça, cette espèce du self. Pour moi, il y a vraiment une grande similitude dans les Non, 2 non, mais je comprends. C'est très beau postures. l'image de l'enfant de et tu disais tout à l'heure la douleur et la souffrance, c'est pas pareil. En fait, l'enfant qui se fait mal au genou et qui va pleurer pendant des heures, c'est parce qu'aussi il alimente ça, il a mal, il voit du sang. Alors si tu lui dis une fois, c'est tu vois, tu mal, mais c'est pas si grave que ça, il peut être OK avec sa douleur, quoi. Non, C'est je veux pas du tout essayer de minimiser le truc. non, pas minimiser, mais juste voilà, elle est là et moi je suis là avec toi et t'inquiète pas, ça va passer et c'est comme ça et plutôt que un enfant qui pleure, je pense à mon petit voisin qui s'appelle aussi Clément, qui je le vois quand il se cassait la tête sur le trampoline, tu vois. Et ben il pouvait pleurer pendant 5 minutes tout seul et dès qu'on va le voir, on lui dit c'est bon, t'inquiète, t'as mal, c'est ok, mais c'est bien, ça va passer, tu vois, c'est supportable en fait cette douleur et là il souffle d'un coup et il passe à autre chose quoi. Et il a encore mal au Ouais, genou, mais en fait dans le fond, c'est ça, je pense que c'est pas le fait de lui dire, «Ça va être supportable», c'est plutôt le fait de vivre l'accompagnement,
le Mmh. soutien, la présence de l'autre, en fait. C'est surtout ça, en fait. Tu pas tout seul avec ta douleur. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est là pour que tu puisses t'appuyer sur lui quand tu souffres et ça qui fait la différence, c'est ça qui fait qu'un enfant enregistre un trauma ou pas, c'est le fait d'être accompagné, soutenu à ce moment où il est en difficulté. Donc l'adulte de voir ça et de soutenir ça. OK. De Et il y a pas une ouais. difficulté à, donc ce que je comprends, c'est quand même qu'il y a une grosse partie, finalement, si je c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu introspection où en fait, tu te vois réagir comme ça, où tu te vois souffrir et tu es capable de voir cet enfant ou cette part blessée à l'intérieur qui souffre ça. Donc ça veut dire déjà que tu accordes beaucoup de conscience et d'attention à ce mécanisme, à cette partie, et il y a pas un risque ou une difficulté à, ne pas lui accorder trop d'importance, tu vois? Ou dire: «Oh là là», versus, tu vois, je mets le Clément qui donne beaucoup d'attention à ces trucs, à ces parties de souffrance et tout, et le Clément qui n'en donne pas du tout, juste qui passe à autre chose, qui allait dit on s'en fout. Est-ce que celui qui en donne beaucoup d'attention, il n'y a pas un risque aussi qu'il puisse s'enfermer dedans versus l'autre qui peut en fait quand même réussir. Je suis pas du tout je pense pas que ce soit la bonne chose de les balayer sous le tapis, hein, parce qu'à un moment elles ressortent, mais il n'y a pas un risque justement de se perdre et de donner trop d'importance à ces réactions alors qu'en fait il y en a pas, juste donner de la conscience sans donner de l'importance. Comment tu fais pour réussir à garder ce milieu, quoi? Bah oui, dans un monde idéal, c'est bien de trouver le juste équilibre, entre, bah, je m'occupe de rien au niveau émotionnel à je suis complètement auto-centrée dans ma vie sur moi et mes Mmh. blessures. C'est sûr. Mmh. Effectivement, les 2 comme ils sont dans des extrémités ne sont pas justes en même temps. Peut-être il faut passer par les extrêmes pour trouver un équilibre. Ouais. Et ce que je vois aussi, c'est que quand tu es vraiment blessé et que tu es vraiment en prise avec tes blessures, alors il y a un peu toute ta vie pendant un moment qui tourne autour de ça et tu sais que tu es guéri quand tu commences à regarder en fait, l'extérieur, le monde, les autres et Hein, que tu hein. arrêtes d'être centré sur toi, tu vois? Mais peut-être aussi tu as besoin, de passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du coup, rien n'est fondamentalement bon ou mauvais, ça reste toujours un chemin et on fait chacun du mieux qu'on peut sur ce chemin. Ah OK, c'est intéressant, ouais. Que ce que tu viens de dire, la guérison, c'est peut-être quand, quand ton attention elle est portée plus sur toi parce que ça y est, tu assez libre, et OK, et que tu. OK, c'est beau, merci. Merci beaucoup. Je réfléchis sur l'IFS. Enfin, comment ces schémas tu penses comment ces schémas de souffrance, elles ont conduit à là où on en est aujourd'hui? Parce que tu t'as dit tout à l'heure quelque chose qui était plutôt assez positif en disant en fait, heureusement qu'on n'est pas que là-dedans et heureusement qu'on a le self qui est encore là parce que sinon ce serait fou. Mais aujourd'hui, on est dans un monde un peu chaotique quand même où il y a beaucoup de souffrances qui sont créées par les institutions, par les groupes. Tu parlais tout à l'heure de souffrances familiales qui sont transmises inconsciemment de génération en génération. Comment ces schémas, ça nous a menés jusque-là? Bah, je crois que la société, le monde est à l'image de nos intériorités. Encore une fois, hem et dans ce mouvement-là, je m'inscris, dans les lignées de Gandhi et tous les autres qui disent: «Bah, si tu veux voir un changement dans le monde, commence par toi», tu vois? Et donc il y a énormément de souffrance dans le monde qui se voit au niveau de la société. Je pense qu'elles sont juste le reflet de l'ampleur de nos souffrances intérieures, individuelles et collectives puisque, finalement on est tous reliés et donc mes souffrances, tes souffrances, bah, on a fondamentalement tous les mêmes, tu vois? C'est qu'est-ce qu'on en fait après et quel courage on arrive à déployer pour, arrêter ça. Et qu'est-ce qui se passerait alors si on arrivait tous à se libérer de ces schémas souffrants? Ça nous amènerait vers quoi? C'est une question auquel je ne peux absolument pas répondre. Je pourrais me faire une espèce d'idéal de quoi ça ressemblerait. Je pense que ça ressemblerait à quelque chose comme La Belle Verte, tu vois? De ce film de Colin Serrault. Ouais. Mais je n'en sais absolument rien. Ce que je peux, en revanche, voir, comprendre, c'est que
savoir, c'est que, si je reprends les écrits de Annick de Souzenel, cette femme-là érudite qui a étudié l'hébreu, les textes sacrés, anciens et qui les a décryptés, on serait dans ce qu'elle appelle, l'ère du métanoïa, qui veut dire, le retournement de conscience, et donc elle dit que l'humanité arrive aujourd'hui, là, à notre époque, bientôt, dans cette ère, de l'humanité où l'humanité va faire ce qu'on appelle le retournement de conscience. C'est-à-dire l'humanité est censée arrêter de rechercher à l'extérieur et de projeter à l'extérieur, mais va commencer à replonger dans son intériorité et donc à aller explorer les profondeurs de sa psyché OK. pour justement, créer autre chose. Donc en fait, elle donne une métaphore qui est celui de la gestation dans le ventre de la mère, où l'enfant au 7e mois de grossesse, il se retourne physiquement, tu vois, pour se préparer à naître. Donc elle dit qu'on est exactement dans ce moment-là où, l'humanité se retourne, et elle retourne dans le sens, pas de haut en bas, mais genre de l'extérieur vers l'intérieur. Et du coup, ce qu'elle dit, c'est que ça ne pourra pas se faire sans le chaos. OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va être? Oh, je pense que j'ai absolument pas la capacité, de dire ça. J'ai pas la vision là-dessus, en fait. C'est quoi ces écrits, ils viennent d'où? Parce que là, tu dis comme si c'était Annick de Souzenel qui le disait elle-même, mais c'est Ah bah, en fait, Annick de Fresnel, elle a étudié l'hébreu, et donc elle a réussi à, elle a repris, en fait, tous les textes anciens mmh dans leur, traduction originelle, tu vois? Dans leur, langue originelle, en hébreu, et donc elle a repris les textes et en a refait une traduction. Je pense qu'elle a voulu être originelle, tu vois? Qui est c'est les très textes un loin peu de bibliques? ah oui, c'est complètement, oui, pardon, ce sont des textes bibliques, tout à fait. OK. Textes, chrétiens, effectivement, Et tout à donc fait. qui annonce que, il y aurait cette ère de la métanoïa dans lequel il y a un retournement de la conscience vers l'intérieur C'est qui ça. nous, OK. Et une fois qu'on est retourné vers l'intérieur, on repart vers l'extérieur avec un meilleur collectif? Et ben, en fait, l'idée de retourner à l'intérieur, c'est de plonger dans nos ombres pour y faire, émerger la lumière, tu vois? OK. Et donc, effectivement, si on plonge dans nos ombres et qu'on émerge plus de lumière, alors on est un peu plus conscient, et si on est un peu plus conscient, on peut générer autre chose. Je pense que l'idée fondamentale, elle est là. C'est marrant parce que ça résonne vraiment avec ce que Charles disait, mais pas que, dans d'autres épisodes où on est en plein changement de civilisation et donc Mmh. on passe dans le chaos entre ces 2 cycles, et c'est aussi Mathieu Dardaillon dans Anti-Chaos, où il y a vraiment Mmh. cette idée de on est entre 2 choses, c'est le chaos, c'est le bordel, et on espère repartir vers quelque chose de nouveau, vers une meilleure civilisation, Mmh. consciente Ouais. qui est Dans plus tous les retournée cas, vers l'intérieur. c'est ça, et puis l'ordre naît toujours du chaos. Ouais, c'est vrai. Et je crois que crise ou chaos en chinois, ça veut dire, problème et opportunité. Enfin, le sigle chinois veut dire les 2 en même temps, donc en fait, il y a un il y a une Exactement. dualité, quoi. Ouais. Ouais, non, il y a pas de dualité, justement, tout est dans le tout, quoi. Tu m'avais dit que t'avais été, enfin, t'avais été éduqué, t'avais été très longtemps, agnostique ou athée, ou en tout cas de Dieu qui Mmh. ne faisait vraiment pas partie de ta réalité. Mmh mh. Qu'est-ce qui s'est passé alors récemment, parce que tu m'as dit que t'avais quand même plutôt, tu fait une rencontre? Oui, j'ai grandi dans une famille, agnostique, voire athée. Mes parents n'ont jamais reçu, enfin si, mon père a fait du catéchisme quand il était enfant, mais il s'est très, très vite détourné de ça. Je pense que je me suis, construite dans une famille plutôt anti-catho, tu vois? Mmh. À bas le catholicisme, et si je regarde, ce que je vois du catholicisme aujourd'hui en France et dans le monde, il y a rien d'appétant là-dedans. Il y a rien qui fait envie. J'y vois, beaucoup de douleur, de souffrance, de manipulation, de contrôle, de moralisation.
de rapport de soumission, de domination. Et donc, effectivement, si on regarde aujourd'hui ce que c'est la religion, ce que c'est le catholicisme ou la chrétienté, ça fait pas envie, ça fait pas rêver fondamentalement. Alors bien sûr, c'est pas une généralité, il y a des exceptions, mais dans le Au gros, niveau ce qu'on a. institutionnel, en tout cas, je suis d'accord que ça donne pas envie. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Et donc moi, j'ai cherché, en fait, dans ma quête de sens, j'ai toujours cherché dans les traditions, mais jusqu'à assez récemment, j'ai cherché dans toutes les traditions du monde, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le chamanisme, dans tous les ismes possibles, et j'ai trouvé plein de réponses, mais j'avais jamais, jusqu'à que je rencontre, les livres d'Annick de Souzenel, clairement, je n'avais jamais rencontré, les messages profonds, de la chrétienté, hem, avec autant de puissance, avec autant de clarté, avec autant d'amour, avec autant de compréhension, et finalement beaucoup de sens, tu vois? Il y a c'est hyper symbolique, mais c'est plein de sens, et c'est très connecté, en fait. C'est très beau ce que je lis de des textes qui sont transcrits par Annick de Souzenel ou par Denis Marquet, tu vois? Il y a vraiment de la profondeur, beaucoup de choses qui font sens pour moi dans mon cheminement, en tout cas, dans ma quête. Heu et c'est pas que quelque chose d'intellectuel, parce qu'effectivement, j'ai lors d'une, dieta de tabac, qui est une pratique, chamanique, où on va prendre une plante, tous les jours pendant un certain temps, qui est un travail de nettoyage intérieur. Je pourrais dire, que j'ai comme rencontré Dieu, fait une expérience un peu mystique, dans le sens où j'ai ressenti cet amour profond, qui est, je crois, notre nature profonde, notre nature divine, qui est l'amour. Et c'est comme si elle était vraiment profondément là, en moi, à ce moment-là, dans tout, et j'étais comme dans un état de grâce pendant quelque temps. En même temps ultra bouleversée, parce que c'était une expérience transcendante, en fait, et je crois que ça m'a profondément bouleversée, et qu'aujourd'hui ça teinte ma vision des choses clairement dans mon quotidien. C'est comme une présence, tu vois? Une présence et un rappel que j'essaye de me faire constamment, parce que c'est tellement facile de retourner dans tout ce qui n'est pas de l'amour, en fait. Merci pour ce partage. Tu, tu l'as dit quand même, tu avais déjà beaucoup cheminé et tu parles de chamanisme, tu parles de bouddhisme. Moi, je suis fan de ces, enfin, chamanisme, je connais moins, mais le bouddhisme, le zen, enfin, je suis fan de ces philosophies et de cette manière de voir le monde, et ça porte quand même pas mal d'amour, même si c'est moins central. Qu'est-ce que cette rencontre et qu'est-ce que les écrits de la chrétienté t'ont amené comme réponse en plus? C'est quoi je dirais le bonus de ça? Le bonus. Non, je veux dire, et en fait, je vais te dire pourquoi je te pose cette question, c'est que j'ai un peu la même expérience, même si j'étais éduqué dans le catholicisme, tu vois. Quand j'ai découvert le bouddhisme, ça a répondu à tellement de choses, ma vie était tellement éclairée que je me suis dit, bah, banger, ça y est, c'est fini. J'étais pas fin du chemin, mais en tout cas, ça y est, quoi. J'ai une vision claire. Allez, il y a un dieu, c'est le cosmos, mais et je suis assez d'accord que les écrits, en tout cas, il y a plein de trucs liés à Dieu, liés à l'amour, qui sont un peu en plus, qui dépassent en tout cas cette philosophie enfin, toutes ces philosophies. Et je voulais savoir, toi, à quel niveau ça t'a... Beh, je crois, bon, c'est en chemin, hein, je suis arrivée nulle part, hein, rien d'abouti là-dedans, donc c'est à prendre de façon très contextuelle. Mais ce que je vois, ce que je peux sentir, c'est que, hem, finalement, c'est pas extérieur à moi. Ok. C'est-à-dire que cette nature-là, elle est en moi, elle est en toi, elle est en n'importe qui, et que nous sommes tous l'expression d'une nature divine qui nous est demandé de retrouver, en fait. Et du coup, je ne suis pas séparée de Dieu. Dieu n'est pas une entité externe à moi qui fait que, ceci ou cela. Dieu s'exprime
Dieu, l'univers, le cosmos, une intelligence, en fait, peu importe le nom qu'on lui donne, hein, tu vois? Mmh. S'exprime à travers moi et je suis une expérience de cette énergie-là dans un corps incarné, limité sur terre, conditionné, tout ça et donc c'est comment est-ce que cette énergie-là, j'arrive à de plus en plus à la reconnecter, à la connecter et à l'exprimer dans le monde, en fait, dans la matière. Tu vois? Un truc de faire descendre l'énergie dans le corps et qu'en fait, c'est bien ce corps-là qui me permet d'expérimenter ça et de retrouver, finalement la mon être créateur. Je crois qu'on est créateur de nos vies au-delà même de ce qu'on peut concevoir, tu vois? On sait très bien expérimenter la souffrance et la créer, on est plutôt bon pour l'instant, tu vois? On a développé des super capacités et je pense qu'on peut aujourd'hui, si on veut déployer cet élan créateur à d'autres fins, pour rejoindre Écartelé, pour créer la nouvelle terre, donc le nouveau monde qui se nourrit plus de souffrance, mais de joie, d'amour, d'entraide, de solidarité, de partage, de plaisir. Voilà, d'amour, ouais, c'est ça. Je te remercie. J'ai noté la phrase nous sommes tous l'expression d'une nature divine parce qu'elle résonne. Et comme tu dis, peut-être que le travail, c'est aussi de laisser si cette nature est faite d'amour, de la laisser au mieux s'exprimer. C'est ça, clairement. J'ai mes 5 dernières questions récurrentes, mes 6 dernières questions récurrentes, OK, pas de problème. euh, auxquelles tu peux répondre comme tu le souhaites. OK. Est-ce que tu peux me raconter, même si on en a déjà un peu parlé, là si je te dis un, un saut, une bascule de conscience, ou un moment où voilà ta vision du monde a vraiment été bouleversée dans ta vie? Bah, je crois, dans un souvenir le plus récent, c'est, alors non, il y en a 2 qui me viennent. La première c'est, Vipassana, Mhm. que j'ai fait la première fois quand j'avais une vingtaine d'années, 22-23 ans, je sais plus. Je suis sortie de Vipassana, j'étais bouleversée, j'ai dit: «Mais ça devrait être obligatoire, appris à l'école». Vipassana, Ça m'a fait une semaine en silence, c'est ça? Vipassana, c'est 10 jours en méditation et en silence total, sans pouvoir exprimer, quoi que ce soit, lire, écrire, écouter de la musique, tu vois? Tu restes avec ton intériorité. Tu as des pratiques et tu as des enseignements et du coup, ça ça explique exactement c'est les enseignements du Bouddha, en fait et comment est-ce que je crée ma souffrance, et en fait, comme tu es tout seul avec toi-même dans ta tête pendant 10 jours, c'est juste une torture, en fait, d'être tout seul avec toi-même dans sa tête. Mais tu es face à ça et c'est apprendre à revenir dans la présence avoir de la compréhension, voilà, sur ce fonctionnement et donc là, je pense que là, j'ai eu une première grosse prise de conscience de: «Ah waouh, OK, ça fonctionne plutôt comme ça en vrai». Donc là et puis cette diète de tabac avec, cette rencontre avec Dieu, je suis pas complètement à l'aise avec cette formulation-là, mais il y a quelque chose Mhm. de cet ordre. Le mot Dieu est encore un peu trop entaché de plein de bordel. C'est ça. C'est Donc ça. je suis aussi pas encore complètement à l'aise, mais en même temps, c'est le bon mot, quoi. Ok, merci. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Enfin, qu'est-ce qui te permet de passer de garder le sourire quand tu vois des mauvaises nouvelles, quand tu lis ou quand t'entends justement quelqu'un qui dit, ah, mais moi, je suis comme ça. Comment t'arrives à garder espoir, à dire, bon, lui, dans quelques années, il aura touché son vrai self et il saura que cette phrase n'a aucun sens. Comment je nourris l'espoir? Hem, je sais pas si je crois que je tends à nourrir davantage l'espérance que l'espoir Mhm. en tout cas, je gagne en confiance à chaque fois qu'il y a de la connexion entre, les humains et chaque fois qu'il y a de la connexion d'une personne envers elle-même, tu vois? Je ça me fait vraiment du bien à cet endroit-là. Je me sens reliée et ça me ouais, ça me permet de voir la beauté de l'humanité et à cet endroit-là, bah, j'ai foi en l'humanité. Ouais, je suis assez, et ouais, ok. Merci.
Et dans un monde idéal, à quoi ça Mmh. pourrait ressembler la civilisation dans 100 ans ou dans 200 ans? Mmh. Dure question. Alors juste mon idéal à moi, hein, Ouais, bien. pas comment est-ce que moi, ce serait quoi mon idéal dans 100 ans ou possible? Hem, déjà un monde ultra connecté, pas aux réseaux sociaux et internet, mais à connecté à l'intérieur de soi, connecté entre les gens, connecté à la nature, à l'environnement. Qu'est-ce que ce serait mon idéal? Ça peut être ça, hein. Ça c'est ça et c'est aussi, bah, où chacun est vraiment conscient, responsable et au service. OK. OK. T'as une connexion à toi et aux autres et à la nature et en plus de ça, tu te mets au service de la société et de l'autre, quoi. Mmh. Oui, tu offres le meilleur de toi-même, tu offres tes dons, tes talents, tes services, aux autres. Parce que finalement, c'est que ça. OK, je te remercie. C'est quoi tes piliers qui te permettent, d'être stable dans la tempête du monde qui nous entoure? Ouais, clairement, c'est grâce à la thérapie que je aujourd'hui, je peux toucher que, heu, cet espace du self, il est suffisamment solide et développé pour que s'il y a une tempête, je peux rompre, enfin, je peux plier mais ne pas rompre. Tu vois? Je peux être, soumise, au mouvement extérieur, mais ne pas casser, pas m'effondrer. OK. Et dernière question, qui on devrait aller rencontrer pour ce podcast? Ah bah, je t'aurais bien dit Annick de Souzenel, mais elle est décédée. Mmh. Hem, Denis Marquet, Eckhart Tolle, Amma. Qui Amma, pardon? Je sais pas. Amma, c'est un maître spirituel indien. C'est une femme qui, dans le monde entier, va faire des hugs aux gens. C'est très Ah! réducteur. Je crois que je vois. Ouais, 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 ouais. elle fait des hugs et les gens sont en larmes devant elle. En fait, pour moi, elle est comme une incarnation de l'énergie, de Marie, tu vois? Cette Ouais, espèce de mère universelle qui offre de l'amour et qui juste prône l'amour, ouais. OK. parce que quoi. Peut-être difficile à rencontrer Amma, mais je vais essayer de rencontrer Denis Marquet en vrai pour une première étape. Bon, Mais en vrai, il mais y a plein de gens, dans le quotidien hyper inspirants, mmh heu et je veux bien réfléchir plus à la question et te donner plein de noms, que tu peux contacter. avec plaisir. Merci beaucoup Dorothée. Eh bah, merci infiniment à toi Clément pour, ton service à l'humanité en faisant ça et je sais que ça part de cet endroit de contribuer, en fait. Donc, merci beaucoup pour ça. Non, mais merci pour cette rencontre. On fait le maximum en tout cas. Faire de son mieux. Ouais, en fait, tout le monde fait chacun de son mieux tout le temps. C'est ce qu'il faut garder. Donc merci. Merci pour ton mieux. Et merci à nos chers auditeurs. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.